Bonjour, ça fait longtemps, mais j'ai trouvé des nouveaux trucs chouettos. On en a déjà parlé dans cette émission, je parle aux plus vieux d'entre vous évidemment, ceux qui ont encore des souvenirs, donc on a déjà parlé que l'homme aimait bien imiter la nature dans un tas de domaines. Le velcro, les palmes, le nid d'abeilles, etc. Mais parfois, l'homme plagie la nature sans même s'en rendre compte. Je sais pas si vous vous intéressez aux pierres, aux gemmes en particulier, mais c'est beau. Des textures, couleurs, agencements différents d'une pierre à l'autre. Certaines ont des taches, d'autres des craquelures, des strates, certaines même sont irisées ou simplement transparentes. Pour moi, c'est simplement joli à regarder, quand on sait que ce sont leurs composants chimiques qui leur donnent cette magnifique diversité. Pour d'autres, ces pierres ont des effets bénéfiques. Si ça vous aide à surmonter vos tracas du quotidien et à vous sentir mieux, c'est vraiment bien pour vous. Et je dis ça au premier degré. Mais essayez de pas vous laisser embobiner par des vendeurs peu scrupuleux. La plupart de ces gemmes n'ont pas une grande valeur matérielle. Faites attention aussi au pourquoi on vous les vend et à quel prix. Et pas seulement l'aspect financier. Ne mettez pas en danger votre santé, s'il vous plaît. Bref, je vous disais que parfois, l'homme fabrique des trucs qui ressemblent à des machins présents dans la nature. Je vais vous parler de la Fordite. On l'appelle également Agathe de Détroit, et ces deux noms ont une explication très claire. Pour comprendre d'où viennent ces noms, il faut remonter un peu dans le temps. En 1903, Henry Ford crée la Ford Motor Company, dans la banlieue de Détroit, dans le Michigan. Le grand écart entre les gemmes et l'industrie automobile qu'on est en train de faire paraît extrêmement douloureux, mais vous allez voir que le lien est plutôt étroit. Sur la chaîne de fabrication des usines automobiles dans les années 40, on pulvérisait de la peinture sur les pièces de carrosserie qui étaient posées sur des rails. Dans les faits, on pouvait passer de pièces bleues à des pièces rouges, vertes, oranges, etc. Et avec cette animation, vous commencez à comprendre là où je veux en venir. C'est des couches de peinture successives, solidifiées par leur passage dans un four, qui formaient des gros amas de peinture que les ouvriers ne manquaient pas de faire péter à coups de marteau pour nettoyer leurs rails. Certains ouvriers commencèrent à récupérer ces amas de peinture pour les tailler, les polir et arriver à ce résultat, une sorte d'agate synthétique. Moi, ça me fait penser au Jaws Breaker, ce qu'on appelle les couilles de mammouth dans la langue de Molière. Ce bonbon qui te nique la langue justement, et qui finit par te péter les dents quand t'essayes de l'achever à coups de canine. Bon, par contre, je vous déconseille de lécher de la Fordite, parce qu'avec les bonnes vieilles peintures au plomb, vous allez vous choper un bon petit saturnisme des familles et ça sera pas la même tisane. Quand vous étiez enfant, vous avez sans doute déjà participé à un atelier de pyrogravure à l'école. Soit pour écrire Bonne fête maman sur une boîte de mouchoirs en sapin, ou Bonne fête papa sur des couverts à salade en bambou. C'est marrant, il y a des trucs comme ça, on a l'impression que ça sort jamais de l'école maternelle. Genre les feuilles de mousse fines multicolores là, les cure-pipes, le papier crépon. Non mais le papier crépon! Les petites boulettes collées sur des assiettes en carton pour faire des masques pour Mardi Gras là! Bref, je suis tombé sur le travail d'un gars, Michael Papadakis, au bon lait de... non, ta gueule, qui fait une sorte de pyrogravure mais sans jamais toucher le bois. Et pour cause, il utilise des loupes ou des miroirs concaves pour concentrer les rayons du soleil et ainsi faire brûler le bois selon le dessin qu'il a choisi. La puissance du soleil dans la paume de ma main. C'est nul! Alors je sais pas trop comment appeler ça, héliogravure ça rend bien, mais c'est déjà le nom de la technique des premières photographies de Nicéphore Niepce. Le principe était de recouvrir des plaques de métal d'un vernis qui durcissait à la lumière, avant de les mettre dans l'appareil photo. Un appareil photo à cette époque c'est ni plus ni moins qu'une boîte, percée d'un trou sur sa façade, la lumière renvoyée par le sujet passe par le trou, et se retrouve projetée au fond de l'appareil photo. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en passant par le trou, l'image est inversée. Imaginons que la scène qu'on veut photographier soit ce dessin. Quand on expose la photo, les endroits les plus lumineux font durcir le vernis. Là pour l'exemple, j'ai changé la luminosité du vernis durci pour bien le distinguer. Ensuite, on rince à l'eau pour enlever le vernis qui n'a pas été durci. Une fois rincé, on trempe la plaque dans de l'acide pour graver les endroits non recouverts par le vernis. En gros, l'acide ronge le métal en créant plein de petites cavités en arrachant des atomes. Ensuite, on nettoie le vernis durci avec un solvant, on encre la plaque et on essuie pour que l'encre reste seulement dans les aspérités. On pose une feuille dessus, on presse et la photo se retrouve sur le papier. C'est ce qu'on appelle un tirage. En fait, je vous explique tout ça, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est juste que je trouve ça intéressant. J'ai passé 3 heures sur cette animation. Laissez un pouce bleu, merci. Donc le nom d'héliogravure est déjà pris, mais je trouve que ça matche assez bien avec la technique. Dans tous les cas, parfois ça rend bien, et d'autres fois c'est tout de même assez kitsch. J'avoue, c'est surtout la technique qui m'intéresse, et ça reste du travail minutieux. Je voulais vous parler de ce sujet depuis assez longtemps. La stéréophotographie. C'est l'idée qu'on puisse voir une photo en relief, en 3 dimensions donc, et cette idée ne date pas d'hier. Et vous allez voir que les casques VR n'ont pas exactement tout inventé. La base, c'est de comprendre comment on voit en relief. L'œil gauche voit la même image que l'œil droit, mais avec un léger décalage. Ça vient bêtement de l'écart qui existe entre les deux yeux. Et ce décalage permet au cerveau de se rendre compte de la distance qui existe entre les yeux et le truc qu'on regarde. Faites l'expérience de viser avec votre pouce un objet au loin dans la pièce où vous vous trouvez, avec votre œil droit fermé. Ok, vous y êtes? Maintenant, fermez l'œil gauche et ouvrez... Bah qu'est-ce que vous faites?
attendez la fin des instructions. Du coup, fermez l'œil gauche et ouvrez l'œil droit. En alternant l'un et l'autre, vous verrez le décalage. Plus les objets sont proches de vous, plus le décalage est grand. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. Un autre exemple de la mise en évidence de la parallaxe, c'est quand vous regardez par la fenêtre d'un train en mouvement. Si vous passez à côté d'une pâture avec des montagnes dans le fond, bah déjà c'est un bel itinéraire, c'est pas dans le nord que je vais avoir ça. Quoique avec les terrils... Avec la mer du Nord. Ou les terris, je sais toujours pas comment on dit. Bref, dans cette situation, les piquets de clôture de la pâture vont se déplacer beaucoup plus vite que les montagnes du fond. Et donc c'est ça, la parallaxe. Selon Wikipédia, l'invention de la stéréophotographie serait presque aussi ancienne que l'invention de la photographie. Une photo en relief de l'époque ressemble à ça. Deux photos juxtaposées. L'appareil photo qui permet de faire ça est assez simple finalement. C'est juste un appareil muni de deux objectifs, séparés bien entendu par la même distance que celle qui sépare les yeux. Cet appareil s'appelle un vérascope et fonctionnait avec des plaques de verre qui étaient chargées au dos de l'appareil. Quand les plaques étaient développées, on obtenait des positifs qui laissaient passer la lumière. Plus la zone est lumineuse, plus la lumière peut passer, et inversement pour les zones plus sombres. On pouvait les visionner dans un stéréoscope comme celui-ci qui permet de charger une seule photo à la fois, ou dans un taxiphote. C'est une visionneuse plus élaborée qui avait un système de chargeur pour visionner les photos les unes à la suite des autres, à la manière d'un projecteur de diapo. Les visionneuses possédaient au dos une plaque de verre ou de plastique dépoli pour laisser passer une lumière douce et diffuse. Les lentilles de la visionneuse permettent de nous faire loucher et donc de superposer les deux images, et le cerveau fait le reste. Le meuble du dessous permettait de stocker les clichés. Vous imaginez bien la place que ça prend de stocker toutes ces photos. De nos jours, on peut retrouver ça sur une Nintendo 3DS. Vous voyez, ici, on a deux objectifs d'appareil photo et ça fonctionne de la même manière. Bon, pour le visionnage, c'est une autre histoire. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, dites-le moi en commentaire, je verrai si vous êtes nombreux à être intéressés. Par contre, pour les casques VR actuels, c'est sensiblement le même principe que pour les antiquités qu'on a vu précédemment. Pour un jeu en 3D qui utilise un casque VR, par exemple, au lieu d'avoir une seule caméra virtuelle, il y en a deux, une pour chaque œil. Et dans le casque, la vidéo diffusée ressemble aux plaques de verre du vérascope. Les deux technologies sont vraiment très proches. Tiens, je me demande si dans le passé, ils ont essayé de tourner des films avec deux caméras côte à côte. Oh putain, oui, ils l'ont fait. C'était mon meilleur jeu d'acteur. Bon, c'est pas la même technique de visionnage, mais ils l'ont fait, dès 1915 apparemment. L'extrait que vous voyez là date de 1932. C'est la technique de l'anaglyphe, mais je vais pas m'étendre, dites-moi si vous voulez la vidéo sur le sujet. Et si ça vous intéresse de voir ce que ça peut donner la stéréophoto, il y a ce coffret qui existe. Ça s'appelle la Grande Guerre en relief 1914-1918. Dedans, vous allez retrouver des photos de la guerre sur des petits cartons comme ça, et vous allez retrouver aussi une visionneuse en acier toute simple, mais efficace. Et au fond du coffret, vous avez un livre avec des photos, des explications sur la Grande Guerre. Je l'ai trouvé en librairie, mais vous pouvez le trouver sur internet un peu partout. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne aussi. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!